Voilà, retour en direct sur le plateau de Public Sénat dans la salle des conférences du Sénat pour la suite de l'analyse des résultats de ces élections sénatoriales 2014 avec Jean-Marie Le Guen. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Ministre chargé des relations avec le Parlement. D'abord, votre première réaction au vu de ces résultats et de cette nette victoire de la droite? Eh bien écoutez, je dirais que c'est une victoire de la droite, mais peut-être moins nette que vous ne le suggérez. En tout cas, celle qui était attendue et proclamée. Donc voilà, c'est un peu le résultat mécanique des élections municipales. Ça va un peu plus loin que la mécanique des municipales quand même. Jusqu'un siège d'avance pour la droite, a priori. C'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que par rapport à ce qui était attendu, c'est tout à fait dans la fourchette moyenne ou moyenne basse par rapport à ce qui avait été annoncé par certains à droite. Donc on est dans une situation où il faut reconnaître notre défaite et en même temps, voilà, il y a aussi des raisons à cette défaite. Malheureusement, trop souvent il y a eu des divisions de la droite, de la gauche, pardon. Ça a pu arriver à droite aussi, mais certains sièges ont été perdus par la gauche en raison de ces divisions. Je le regrette. Concernant le Front National qui rentre au Sénat, le Front National, c'est à la fois pour partie mécanique, si je regarde les choses un peu dans les Bouches-du-Rhône, c'était attendu. Le siège, par contre, dans le Var, à ma connaissance, ne l'était pas. Surprise. Il a fait un score qui, si je ne me trompe, mais je n'ai pas regardé dans tous les détails, est le double de ce qu'il devait avoir mécaniquement par le biais des élections municipales, le fait qu'il était maire de Fréjus, par exemple. Ça, quand même, ça pose des questions. Et donc, ça pose, comme vous dites, question, c'est-à-dire sur la porosité d'une partie d'un électorat vraisemblablement de droite qui a plutôt voté pour l'extrême droite. Y compris l'élection de Stéphane Ravier dans les Bouches-du-Rhône, où quand même il va au-delà de son champ électoral. Je n'ai pas regardé dans le détail tous les résultats, mais malheureusement, on voit bien qu'il y a là des éléments de porosité. Écoutez, il ne faut pas non plus surjouer les résultats des élections sénatoriales. Ce sont des élections au second degré, avec ces fameux grands électeurs. On a dit que c'était quand même pas les minorer non plus. Pardon ? Il ne faut pas les minorer non plus. Mais je ne minore rien du tout. Je dis simplement que c'était un résultat qui était prévisible depuis des mois, indépendamment de ce que pense l'opinion. Mais je l'ai déjà reconnu. Simplement, quitte à la qualifier, on n'est pas obligé de considérer qu'il s'agit là d'un triomphe de la droite. Surtout que je note, et j'imagine que vous le faites aussi, c'est qu'à côté de l'UMP, qui y va d'une façon plutôt modeste, il y a une percée de l'UDI. Ce qui montre que les choses sont peut-être un peu plus complexes qu'on ne le pensait, y compris à droite. Si c'était si prévisible que ça, Jean-Marie Le Guen, pourquoi vous n'avez rien fait pour changer le résultat de ces élections sénatoriales? Pourquoi vous n'avez pas essayé sur le terrain auprès des élus locaux? Vous voulez dire que nos candidats n'ont pas fait campagne? Non mais je pense qu'ils ont fait campagne. Il y a un dossier qui a beaucoup pesé sur la campagne, vous le savez, c'est la réforme territoriale. Et il y a eu beaucoup de changements de pied de la part de l'exécutif sur ce dossier-là. Il y a eu des évolutions, effectivement, et notamment des évolutions qui ont visé à écouter aussi ce que disaient un certain nombre d'élus dans un certain nombre de territoires, notamment des territoires dits ruraux, et pour lesquels nous avons essayé de trouver des solutions qui permettent à chacun de se retrouver dans la diversité. Le territoire national n'est pas homogène et nous pensons qu'il faut avoir une approche qui tienne compte de la réalité des territoires. Vous êtes en charge des relations avec le Parlement. Quelque part, ça vous enlève une épine du pied. Vous n'aurez plus à commenter le fait que la majorité gouvernementale au Sénat ne vote pas les textes? Écoutez, ce n'est pas forcément toujours le plus difficile en matière de commentaires. Ce qui est important, au point où j'en suis, ce n'est pas les commentaires politiques. Ce qui est important, c'est de faire avancer les textes des réformes nécessaires pour le pays. Et là, comme vous l'avez vu, on a peut-être un peu besoin en ce moment de réformes dans ce pays. En tout cas, c'est ce que veut faire le gouvernement de Manuel Valls. Et j'imagine que l'opposition qui sera majoritaire au Sénat, aura une attitude républicaine et une attitude qui prend en compte l'intérêt général, que le Sénat ne sera pas l'otage d'une position politicienne. J'en suis convaincu que nous pourrons travailler et avancer pour avoir entre un gouvernement attentif et une opposition constructive les éléments de faire avancer de bonnes lois pour notre pays. Je vous interromps 2 minutes, on va écouter Bruno Le Maire qui arrive au Sénat ce soir. Reconquérir le Sénat, ce qui est évidemment une victoire majeure pour ma famille politique, pour l'UMP. Et c'est la preuve que nous sommes vraiment dans une dynamique de reconquête. Il y a eu les élections municipales réussies en mars dernier, qui ont été la première étape. La reconquête du Sénat est une deuxième étape.
Ensuite, il faut bien garder le calendrier en tête. Il y a encore les cantonales, puis les régionales. Et c'est parce qu'on aura reconquis tous les territoires en France que nous pourrons espérer reconquérir le pouvoir en 2017. Est-ce que c'est une victoire de l'UMP ou est-ce que c'est une défaite avant tout de la majorité actuelle, Bruno Le Maire? Non, je crois que c'est une victoire de l'UMP. C'est la preuve que l'UMP est un parti solide, un parti fort à la base. Le problème de l'UMP, c'est le sommet. C'est pas la base. À la base, vous avez des élus locaux qui ils viennent de nous le montrer, sont solides, sont mobilisés et ont fait une très belle campagne. À la base, il y a des militants qui ont aidé pour ces élections sénatoriales et ont permis également d'emporter une belle victoire. N'oublions pas que l'UMP est un parti solide, dans lequel il y a beaucoup à reconstruire, beaucoup à faire pour animer les fédérations, pour trouver les bons candidats pour les élections régionales, pour définir un vrai projet de droite qui soit convaincant pour les Français et qui réponde aux problèmes des Français. C'est quand même ça l'urgence aujourd'hui. Mais les fondamentaux de l'UMP sont solides. La victoire de l'UMP au Sénat vient de le montrer. Alors reconstruire, vous dites, et faire évoluer aussi le Sénat. Pour vous, justement, en tant que candidat à la présidence de l'UMP, quel projet et quel travail vous proposez-vous de faire avec les sénateurs pour continuer à moderniser le Sénat? Je crois qu'effectivement, il y a un travail de modernisation à faire, mais de toute la démocratie française, c'est pas que le Sénat. Je ne vois pas pourquoi on pointerait du doigt le Sénat. Vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, les choses vont comme ça devrait aller? Non. Vous pensez que dans les conseils régionaux, tout devrait se passer comme ça devrait se passer? Non. C'est la démocratie française dans son ensemble qui doit être renouvelée. Moi, je pense qu'on doit avoir moins d'élus nationaux. Ça fait des années que je propose... Moins de sénateurs aussi. J'ai proposé 400 députés. Je pense que 2 sénateurs par département, ce serait bien. On passerait à 202 sénateurs. Je pense qu'on doit continuer à dire que le cumul des mandats n'est pas une bonne chose. Je sais que ce n'est pas très populaire ici de le dire, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas populaire que je ne le dis pas. Nous avons besoin de sénateurs disponibles à 100%, de maires disponibles à 100%, de députés disponibles à 100%. Je pense qu'on doit limiter le nombre de mandats dans le temps. Et je viens de le dire ici aussi au Sénat, même si ça n'est pas forcément apprécié par mes collègues de l'UMP au Sénat. 3 mandats successifs, 3 mandats de sénateurs, 3 mandats de députés, puis ensuite on fait la place aux nouvelles générations. Le maire, ce soir, le fait marquant, c'est aussi l'entrée de 2 sénateurs du Front National, ici même au Sénat. Votre réaction? C'est la conséquence logique de ce qui s'est passé aux élections municipales. Et c'est bien la preuve qu'à l'UMP, nous devons faire très attention aux élections locales. Alors, regardez Fréjus. Moi, je suis allé à Fréjus soutenir notre candidat il y a quelques mois pour les élections municipales. La droite était divisée. Elle a mis sur un boulevard David Racheline qui a été élu maire de Fréjus. Après, David Racheline, il n'avait plus qu'à se pencher pour ramasser ce poste de sénateur, ce qu'il n'a pas manqué de faire. Donc faisons bien attention à toujours rester unis, c'est essentiel, et à ne pas négliger les élections locales, parce qu'ensuite, on peut toujours le payer cher. Vous prenez parti pour l'un? Voilà, donc Bruno Le Maire en direct sur notre antenne lors de son arrivée au Sénat. On le voit sur le perron de la cour d'honneur de la Haute Assemblée. Un petit dessin d'Hervé Baudry avant de présenter nos nouveaux invités, alors qu'on avait en plateau avec nous Jean-Marie Le Guen, ministre chargé des relations avec le Parlement, qui nous a quittés. Hervé? J'ai tenté de décoder un petit peu les propos de Jean-Marie Le Guen, donc voilà. On n'a pas perdu, mais on a moins de sièges qu'avant, si j'ai bien compris, c'est ça. Ça s'appelle de la langue de bois, non? Oh, au revoir. Hein. Bon, nous ont rejoint sur ce plateau Emmanuel Cos pour Europe Écologie Les Verts. Bonsoir, merci d'être avec nous. Jean-Marie Bockel pour l'UDI ici au Sénat. Hélène Conway pour le Parti Socialiste et Bruno Retailleau pour le groupe UMP. Vous êtes d'ailleurs candidat à la présidence de ce groupe UMP. Vous avez été réélu aujourd'hui. Bonsoir, Jean-Marie Bockel aussi réélu ce soir. Donc félicitations aux nouveaux élus. Merci d'être avec nous. Peut-être Emmanuel Cos, commentaire par rapport à ce qu'a dit effectivement Jean-Marie Le Guen et ce qu'a traduit Hervé Baudry en dessin. C'est-à-dire qu'on n'a pas perdu, mais quand même on a moins de voix qu'avant au Sénat. Non, vous savez, moi j'aime bien les discours de vérité. La gauche a perdu le Sénat. En 2011, on avait réussi à le gagner. Ce soir, on l'a perdu. C'était attendu. Moi, je le regrette. Mais voilà, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut quand même pas prendre les électeurs pour des idiots. Les écologistes n'étaient pas concernés par cette réélection. On n'était pas concernés, mais on l'était quand même parce que je pense que les écologistes ont un rôle à jouer évidemment dans l'élection de cette Haute Assemblée. Et que s'il y avait eu des accords avec les autres forces de gauche, peut-être qu'on aurait perdu de moins. Parce que je ne crois pas quand même qu'on aurait gagné. Il y a eu beaucoup d'endroits où il n'y a pas eu d'accord entre le Parti Socialiste et vos forces, et même le Parti communiste. Ça a été la désunion. Absolument. Moi, j'avais dit et aux dirigeants communistes et socialistes que j'étais prête à défendre un accord, j'étais prête à le défendre sur le terrain.
Sauf qu'à un moment, il faut mettre des choses sur la table, vous savez, pour un accord, et pas simplement des accords de parti. Il faut mettre du fond, il faut rediscuter un certain nombre de sujets que nous avons eus. Sur un projet. Et faire une élection au Sénat, quand vous annoncez aux collectivités 10 milliards d'économies, notamment sur la question de l'investissement, c'est pas facile après d'arriver à construire quelque chose ensemble. Hélène Canoë, des regrets effectivement sur le fait qu'il n'y ait pas eu d'accord général à gauche et avec le Parti communiste, enfin et avec le Front de gauche et avec les Verts. Absolument. D'où une multiplication des listes dans tous les départements renouvelables. Oui, bien sûr, et les Français de l'étranger en sont un bel exemple ou un mauvais exemple, puisque en effet la droite est arrivée en tête. Alors qu'une gauche unie... Il y avait 6 sièges de sénateurs représentants l'étranger qui étaient une gauche renouvelables. unie, une seule liste, aurait permis à la gauche de gagner un siège, alors que la réforme du collège électoral avait été engagée, a abouti à une augmentation. C'est peut-être d'ailleurs la seule élection que la gauche a gagnée depuis 2 ans en tout cas. Un collège électoral qui a augmenté et qui permettait un siège de plus, mais ça n'a pas eu lieu à cause de la désunion. Alors dans l'autre camp, Bruno Retailleau, vous criez victoire ce soir, victoire large ou pas? Écoutez, les chiffres parlent, la victoire est large. Je comprends que la gauche souhaite la minimiser, mais la victoire est large, puisque l'UMP va passer de 130 à 145, l'UDI va passer de 29, 31 à plus 9 sièges. 9 sièges de plus, pratiquement. Donc c'est une large victoire. Ce que je veux dire, c'est que... cette majorité à combien de sièges? À 189 sièges, la majorité... Plus que la majorité absolue qui est de 175. Donc beaucoup plus. Donc c'est une victoire. Maintenant, ça ne suffit pas de dire que c'est une victoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment travaille-t-on? Parce que le Sénat doit justement s'opposer, il doit aussi proposer. Moi et tous les collègues qui étaient renouvelables, on a été dans chaque commune, on a vu de nombreux grands électeurs, et il y a quand même un désespoir. Il y a aussi une colère. On a vu des gens qui, finalement, notamment les maires, sont devenus les bonnes à tout faire de la République. Ils n'en peuvent plus, effectivement, qu'on leur demande de payer les rythmes scolaires. Eux, ils n'ont rien demandé. L'État leur demande de faire des économies, on leur demande de payer en plus pour des réformes qui sont compliquées, et on va leur piquer 11 milliards, euros, c'est terrible. Et là-dessus, vous vous rejoignez peut-être, Emmanuel Cos? Non, mais sur le constat, en tout cas, sur la dotation collectivité, après, Jean-Marie Bockel, sur le constat, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Si l'État décide, je pense que les mairies n'acceptent pas de payer pour leur population, mais acceptent de payer pour des routes qui parfois ne sont pas nécessaires. Donc c'est un problème de pédagogie peut-être de la part du gouvernement auprès des élus. Jean-Marie Bockel s'exprimera après. Les communes les plus pauvres sont celles qui vont être le moins aidées, parce qu'elles n'auront pas accès aux fonds de soutien. C'est une inégalité terrible dans une école républicaine qui est déjà très inégalitaire. La complainte du terrain que mon collègue vient d'évoquer sur ces problématiques de dotation, elle est évidemment au cœur, je dirais même, de l'angoisse des nouveaux élus. On a été dans toutes les communes, on l'a vu. Moi, je ferai 2 remarques. La première, évidemment, me réjouir que le groupe UDI, par cette augmentation, participe et rende possible ce changement de majorité. Et c'est bien aussi que la sensibilité politique que nous exprimons, l'UDI, par rapport à celle de l'UMP, puisse être prise en compte également sur le travail qu'il convient de faire ensemble. La deuxième remarque, et là aussi c'est un peu une remontée du terrain. Alors évidemment, le changement de majorité n'est pas dû à cela, il est dû à toute une série de raisons qui ont déjà été analysées sur votre plateau. Mais ce que j'ai beaucoup entendu et ce que je n'avais pas entendu la dernière fois, c'est ce sentiment qu'on ne sait plus à quoi sert le Sénat, ce sentiment de perte d'influence du Sénat, ce sentiment que le Sénat a quelque peu disparu des écrans d'appareil, alors qu'on n'a jamais eu autant aujourd'hui au niveau des territoires, et notamment des plus petites collectivités, mais aussi les grandes métropoles, on n'a jamais eu autant besoin du Sénat. Donc là, je pense que le changement de majorité peut donner un Emmanuel au Sénat qui est très attendu. Je doute que le changement de majorité donne des réponses au Sénat. Après, il y a une question, vous avez raison, qu'on entend partout. À quoi sert le Sénat? À quoi sert cette Assemblée? Est-ce que vraiment elle représente les Français, y compris les territoires? Mais il faut qu'on ait cette discussion à un moment. Moi, ce que je regrette, et je l'ai déjà dit au président de la République, je regrette qu'on n'ait pas eu cette discussion ces 2 dernières années sur le Sénat. Comment on le modernise, comment on en fait une chambre plus moderne, plus proche de ces territoires. Et aussi, comment vous voyez les choses? Et aussi, regardons aujourd'hui qui est au Sénat. Enfin, on peut aussi se poser la question. Moi, j'entends déjà aussi. C'est-à-dire, Mme Cos, qui est au Sénat? Vous voudriez qu'il y ait beaucoup plus écologique? C'est pas ça que je vous dis. C'est pas sur les forces politiques. Je suis désolé, les électeurs. Les électeurs élisent des hommes plutôt âgés en majorité. Excusez-moi, je regarde beaucoup. Vous savez que la proportionnelle fait qu'il y a plus maintenant et de plus en plus de femmes au Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Et moi, je me réjouis. Moyenne d'âge des candidats pour cette élection, 55 ans. Non, mais tout simplement, vous avez ce débat-là. Moi, j'ai aussi fait campagne sur des sénatoriales. Vous avez des gens qui vous saisissent, vous dire à quoi ça sert.
nécessaire. En effet, est-ce qu'on est représenté par ces gens? La distance, elle est très forte. Et c'est pas une histoire de majorité UMP ou PS. Est-ce que le Sénat aujourd'hui... C'est une question de la raison d'être du bicamérisme aujourd'hui. Oui, mais je suis moi très favorable au bicamérisme, mais est-ce qu'aujourd'hui, celui-là, celui qui est en place, il est adapté au monde de 2014? C'est juste ça. C'est drôle parce que la gauche, quand elle conquiert le Sénat, elle trouve le Sénat superbe. Et dès qu'elle le perd... Non, vous savez, les écologistes ont eu sur le Sénat toujours une vision Je vais me très permettre, j'ai beaucoup particulière. d'estime pour les écologistes et vous le savez, on travaille sur bien des sujets, on peut travailler ensemble. Mais là, je vais faire une remarque un peu polémique. Je pense que le fait, et ça vraiment je l'ai entendu combien de fois, que la majorité sortante était à ce point cacophonique, c'est-à-dire rarement d'accord, presque jamais d'accord sur rien, ça a fini par se voir. Et ça s'est vu sur certains textes, notamment emblématiques, comme la réforme territoriale. Et ça, franchement, ça fait désordre. Le fait qu'il y ait eu en 2011 une alternance en démocratie, ça peut être une bonne chose. Mais en fait, les gens n'ont pas vu de ligne directrice, n'ont pas vu non plus la présidence du Sénat véritablement incarnée, comme ça s'est fait par le passé. Le président du Sénat, ou la présidente peut-être un jour, doit savoir, même par J'espère que vous allez présenter une candidate. Même par rapport à des gens de son propre bord, si je puis dire, doit pouvoir s'imposer, s'opposer. Et là, on a eu une présidence évanescente et on a eu une majorité cacophonique. Ça aussi, ça a joué, plus peut-être que la dimension sociologique ou de mort réelle que vous avez évoquée. En tout cas, ça a joué dans l'abaissement du Sénat. Et Hélène Conway, c'est vrai, est-ce que vous n'avez pas des regrets peut-être sur les 3 années de présidence de gauche vous auriez pu peut-être aller un petit peu plus loin dans les réformes autour de l'institution Sénat? Je crois que le Sénat s'est modernisé. Enfin, il y a beaucoup plus de transparence aujourd'hui qu'il y en avait il y a 3 ans. Il faut regarder aussi, faire un bilan qui est... Mais oui, mais il y a forcément des aspects négatifs. Il y a 3 ans, c'était la lumière et désormais c'est et on oublie toujours de parler du positif pour se concentrer sur le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Moi, je crois que c'est au Sénat et aux sénateurs et aux sénatrices de s'impliquer et de faire vivre cette maison. Il est un petit peu dommage, en effet, parce que c'est le scrutin indirect qui fait que les électeurs ne sont pas en contact direct avec ceux et celles qu'ils élisent. Il y a donc cette distance. Mais en même temps, les sénateurs et les sénatrices font du travail de terrain auprès de leurs grands électeurs. Et c'est auprès de ceux-là. Pourquoi est-ce qu'en 3 ans, vous n'avez pas fait ce devoir de modernisation? Mais c'est cela qu'il faut interroger et non pas simplement l'électeur dans la rue qui, lui, n'a pas de mandat électif direct pour élire les sénateurs et les sénatrices. Donc, à un moment, je crois qu'il faut peut-être baser les sondages sur ceux qui peuvent y répondre intelligemment et puis faire un bilan. En effet, des 3 ans. Mais la question de Perrine était très claire. Le bilan de la gauche en 3 ans. Oui. Bon, mauvais, moyen. Les éléments de boutique n'intéressent pas tellement les gens, on est meilleurs, etc. Oui, on est meilleurs, mais ce qui compte, c'est à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait, sur quel sujet. Je crois qu'il y a eu des avancées, des réelles avancées, et qu'aujourd'hui, on peut en effet tirer un bilan, et le président du Sénat devrait le faire. Alors, je voudrais qu'on refasse un petit point sur l'état des forces en présence ce soir à l'issue de ces sénatoriales 2014. Les chiffres qu'on vient de nous donner à l'instant, donc l'UMP gagnerait 16 sièges, je ne sais pas si Bruno Retailleau, vous pouvez nous... 15 ou 16. 15 ou 16, voilà, vous pouvez nous le confirmer. L'Union centriste, 8 sièges. L'UDI, pardon. L'UDI, 8 sièges. 189 voilà. Ce qui à droite, ferait UDI, UMP, je pense, si je calcule bien. Voilà. C'est bien cela. Et 157 à gauche, si je calcule bien. Donc nous sommes au-dessus, au-delà de la majorité absolue. Je voudrais simplement redire, je suis assez d'accord avec ce que disait Mme Conway à l'instant. Je pense que c'est une victoire, c'est une grande victoire. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait pour la France? Qu'est-ce qu'on en fait pour le Sénat? Et je sais bien qu'il faut aussi relever des défis pour le Sénat. Moi, j'ai vu des grands électeurs qui souhaitent que le Sénat sorte un peu de Paris, qu'on aille sur le territoire. Il faut que cette maison, par exemple, ils n'en peuvent plus des normes. Enfin, vous êtes élu des territoires, donc vous allez sur le terrain. Non, mais je pense... cette maison. Oui, d'ailleurs. Vous savez, Xintia, on en parle beaucoup. Je peux vous dire que j'étais président de la mission Xintia. Oui, il y avait des missions à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est les propositions de la mission sénatoriale qui, pour la plupart, ont été mises en œuvre. C'est ici, par exemple, l'ERICA. L'ERICA qui a déversé son fioul sur des... Il y a une mission ici, un rapport ici au Sénat. Eh bien, le préjudice écologique, il a été voté à l'unanimité au Sénat. Qu'est-ce qu'on attend à l'Assemblée nationale? Donc, vous voyez, le Sénat, sur plein de choses, est en fait précurseur. Simplement, il faut, je pense, communiquer différemment. Je pense que plutôt que de faire des grands-messes à la Sorbonne ou ici sur la démocratie territoriale, il faut faire des choses sur les territoires. Et je pense que si on écoute les grands électeurs, par exemple les normes... Mais j'ai envie de dire que c'est à vous, sénateur, d'aller porter après la bonne parole dans vos territoires. C'est absolument. C'est pour ça que cette victoire... C'est à vous de faire le job. Je suis d'accord. Cette victoire, il faut l'utiliser justement pour relever le Sénat, pour faire un autre Sénat et aussi pour relever la France. En fait, sur tous les sujets
que nous avons entendues. On a parlé des rythmes scolaires, des dotations, d'autres questions encore à l'instant. Sur toutes ces questions, le nouveau Sénat, à mon avis, doit décider de recouvrer son influence, se saisir de ces questions, parfois en s'appuyant sur les maires de France, parfois sur des instances hautes comme le comité des finances locales sur les questions financières. Mais le Sénat doit être à nouveau force de proposition, caisse de résonance, parce qu'évidemment, il faut être entendu face à un pouvoir faible, mais aussi en attente de solutions. Nos téléspectateurs qui vous regardent vont vous dire que ce sont des belles paroles, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez mettre sur la table? Je veux dire, les belles paroles, nous sommes capables, par exemple, sur la question de la baisse des dotations, de négocier avec les pouvoirs publics. Il y aura des baisses. Mais ce qui est acceptable et ce qui peut avoir un effet délétère sur l'investissement local et sur l'emploi. Sur la question des rythmes scolaires, on peut décider, non pas de revenir en arrière, nous sommes républicains, nous respectons ce qui a été décidé, il y a eu du positif, il y a eu du négatif. Franchement, dans l'ensemble, c'est un peu l'enfer pavé de bonnes intentions, mais de faire une évaluation à la fin de l'année scolaire, de manière à pouvoir faire des propositions sur stop ou encore, ou à quelles conditions on continue, et là, chaque fois que le Sénat le fera, il sera entendu. Au fond, j'allais dire, le pouvoir du Sénat, ça se prend, c'est aux sénateurs de le décider. Hélène Conway. Oui, moi je voudrais simplement me demander, la question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que le Sénat, en 3 ans, a changé de façon fondamentale? Le Sénat, pour la première fois, lors de la période Monnerville, était à gauche. Et je me demande pourquoi, pendant toutes les années où la droite est au pouvoir, le Sénat n'a pas besoin de se moderniser ou de changer ou de se rapprocher des gens, et qu'on attend que le Sénat passe à gauche, et que tout devait se faire dans les 3 dernières années. Je pense que c'était un peu court. C'était un peu court. Je pense que le bilan n'est pas complètement négatif, comme vous vouliez le dire. Mais en même temps, pourquoi ne pas regarder ce qui s'est passé pendant des décennies auparavant, quand la droite était au pouvoir? Le bilan n'est pas complètement négatif, vous avez raison. Mais le Sénat a perdu de son influence. C'est pas la modernisation est en marche, elle va continuer. Mais la question de à quoi sert le Sénat est une question de capacité à prendre un certain nombre de questions qui intéressent nos territoires, pas seulement les élus locaux, mais les concitoyens, et d'être entendu sur ces questions. Perte d'influence, comme les partis politiques, Emmanuel Cos. Non, mais moi je suis élu local, donc j'ai été aussi auditionnée sur plein de projets de loi au Sénat. Donc le Sénat, vous dites, a perdu d'influence, aussi parce qu'il y a une cacophonie ahurissante sur le nombre de débats au Sénat. Et droite et gauche mélangées. Et je vais vous dire aussi que malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent le Sénat que quand il y a l'histoire du bureau du Sénat qui ne vote pas la levée de l'immunité. Non, mais c'est terrible à dire, mais il faut dire les choses aussi telles qu'elles sont. On ne connaît pas le travail qui peut être fait, comme vous l'avez dit, sur le principe de précaution, sur la question des lanceurs d'alerte. Nous aussi, on a fait des choses au Sénat. Donc, je veux dire, c'est que cette Chambre, aujourd'hui, si elle veut arrêter d'être décrédibilisée, il faut réinterroger sa représentativité, mais aussi sa modernité dans l'appareil politique. Est-ce qu'il faut revenir sur le nombre de parlementaires? Ça, c'est un débat plus large. Moi, je suis plutôt favorable. Vous êtes tous d'accord? Le passage à 400 du nombre de députés et à autour de 200 des sénateurs se fera un jour. Et aussi que Nicolas Sarkozy le propose aussi également, par référendum. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy je sais pas, je vous pose la question. La vérité, pourquoi pas? Mais est-ce que le jour d'après, il y a un chômeur de moins? Est-ce que le jour d'après, il y a un point de croissance de plus? Non, mais on peut mettre l'énergie ailleurs. On peut donner des signes. C'est tout. À ce moment-là, supprimons complètement les députés. On peut donner des signes. On peut donner des signes. De même que la question du cumul, excusez-moi, tout le monde ce soir rappelle qu'il y a 2 élus Front National qui rentrent au Sénat. Comme par hasard, ce sont des maires. Je veux dire quand même dans un... Oui, mais il y a beaucoup de sénateurs aussi. Mais c'est bien le problème. Excusez-moi. La modernité, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a une discussion sur comment on exerce son mandat politique. Il ne faut pas revenir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même important aussi de comprendre cette aversion qu'ont beaucoup de gens pour les politiques. C'est aussi parce qu'ils ont l'impression que certains gardent tous les postes pour eux. La question du cumul, elle est aussi essentielle dans cette question de modernité. C'est une page qui se tourne là. C'est une page qui se tourne. Je l'espère. Et finalement, on ne s'en plaindra pas. L'expérience, c'est que les gens font confiance d'abord à des gens qui sont enracinés, qui ont fait un travail sur le terrain. L'élection, elle était assez claire de ce point de vue-là. Moi, je pense que le Sénat a été beaucoup affaibli. D'ailleurs, je rejoins Mme Cos là-dessus, sur la cacophonie qu'on a eue quand même ces 3 dernières années sur la gauche. Pardonnez-moi. Mais même avant. Et je pense que le Sénat, il y a eu la cacophonie, mais je pense que le Sénat doit se porter sur un certain nombre de combats. Les normes, regardez, les normes. J'ai été seriné pendant toute la campagne sur la norme sismique. La Vendée est sous la norme sismique. Dans le massif armoricain, la Loire-Atlantique ne l'est pas. Résultat, chez nous, les jeunes couples, c'est 10% de renchérissement de leur maison. On a un plan social énorme qui se prépare dans les petites entreprises
Franchement, mais partout en France, madame, partout en France, partout. C'est terrible, il va y avoir des dizaines de milliers d'emplois en moins. Eh bien, moins de normes, ce sera plus d'emplois. Et on peut détruire des normes. Et je pense que le Sénat doit être une arme anti-normes. C'est très concret. C'est un si on combat arrive aussi à du faire président de ça. la République. Hein. Oui. Non, oui, mais il faut le faire. Il faut le faire. Vous savez, dans certains parlements voisins, par exemple en Allemagne, dès qu'on vote une loi, et le Bundesrat, le Sénat y a sa part, je dirais on nettoie derrière. Et on fait ce qu'il faut. En France, et donc ça veut dire que vous voterez les propositions de Thierry Mandon? Excusez-moi, nous voterons pour des propositions qui réduisent les normes drastiquement. C'est terrible. Mais c'est vrai, Bruno Retailleau, si on vous écoute, si on écoute Emmanuel Cos, finalement vous vous retrouvez sur pas mal de positions, que ce soit sur certaines réformes. Non, parce que Madame Cos a soutenu la loi Duflot, qui est une loi de 177 articles qui a détruit l'emploi dans le logement. C'est faux, mais je pense qu'on n'est pas là. Emmanuel Cos, je vous propose de revenir un petit peu sur cette élection sénatoriale, sur la réforme du Sénat. Écoutez ce que propose l'un des candidats à la présidence du Sénat, il s'appelle Jean-Pierre Raffarin. Nous allons prendre en charge la question de la réforme du Sénat. Et puis, au-delà de cette réforme, une nouvelle attitude. Il faut être davantage résistant. Le Sénat a accepté des choses qu'il ne devrait pas accepter. Comment accepter aujourd'hui qu'on soit à quelques mois d'élections cantonales et régionales sans connaître ni les périmètres des circonscriptions, ni exactement, ni les dates, ni les périmètres des cantons. Cette autoréforme, c'est l'exécutif du Sénat qui proposera au Sénat de se réformer, mais en même temps d'avoir une politique différente avec plus de résistance avec l'exécutif et plus de préparation de l'alternance. Si le Sénat ne se réforme pas dans les 3 ans qui viennent, le Sénat sera condamné. Le Sénat doit défendre sa crédibilité par un travail législatif de meilleure qualité encore. Il doit pouvoir défendre son rôle de contre-pouvoir et non pas être un élément pour servir le pouvoir de l'exécutif. Contre-pouvoir, indépendant des partis politiques, indépendant des humeurs, un Sénat qui, dans les institutions de la République, exprime ce qu'il est, c'est-à-dire indépendant de l'élection présidentielle. Bruno Retailleau, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Pierre Raffarin? J'ajouterais que le Sénat ne doit pas se contenter d'une posture d'opposition. On doit aussi inventer l'avenir. On doit aussi être un laboratoire d'idées, notamment, j'espère, pour l'alternance de 2017. Ça se prépare dès aujourd'hui. Bon, bah écoutez, tous à droite, vous avez posé en tout cas beaucoup de jalons sur le Sénat nouveau. Donc beaucoup de promesses. On vous attend au tournant pour voir effectivement si dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, le Sénat nouveau va effectivement se dessiner. Merci à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Et en écoutant Jean-Pierre Raffarin, eh bien Hervé, on est dans le Sénat after. Mais oui, laboratoire d'idées, il faut penser à nos jeunes électeurs. Et je les sensibilise à créer donc un Sénat after. On ferait ça le matin, sortie des commissions, ça serait très sympa. Voilà. Vous verriez, il y aurait beaucoup de monde qui s'intéresserait plus au Sénat. Alors, on va écouter aussi une autre personnalité, on en a beaucoup parlé pendant ce débat, c'est Stéphane Ravier, qui est le maire du 7e secteur de Marseille, c'est un élu Front National. On l'a interrogé tout à l'heure au micro de Marie Brémond. Lorsque l'on nous dit que c'est impossible, cela nous donne envie de gagner, et c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait quand même. Ce n'est pas un, mais deux comme victoire. 2 sénateurs. Tout ceci démontre que pour le maire de Marseille, c'est un échec. Le Parti socialiste passe de 5 sièges à 1 siège. C'est un effondrement. Un effondrement. J'attends du travail, du sang, de la sueur et des larmes. Non, peut-être pas de sang quand même, de la sueur, mais c'est tout à fait normal. Voilà, donc Stéphane Ravier, c'était en direct de Marseille, sa déclaration après son élection comme sénateur Front National. Ça a été enregistré par Marie Brémond, qui est notre journaliste présente à Marseille. On va faire un dernier point résultat, enfin un dernier point dans cette demi-heure résultat avec Delphine Girard sur notre plateau résultat. Delphine, c'est à vous. Direction cette fois la Corrèze, le fief de François Hollande, où les résultats ne sont pas bons pour la gauche. Il y avait 2 sièges à pourvoir au scrutin majoritaire. C'était des sièges détenus par la gauche actuellement. On peut le voir sur cet écran. Les 2 sièges sont remportés par la droite, Claude Nougein, UMP, et Daniel Chassain, l'UMP. Bernard Combe, le maire de Tulle et le conseiller de François Hollande à l'Élysée, qui se présentait à ces sénateurs,
sénatoriale n'est donc pas élu dans ce département de la Corrèze qui bascule donc à droite. Autre résultat qui concerne à présent le département de la Creuse. 2 sièges étaient à pourvoir au scrutin majoritaire. Eh bien, la réélection de Jean-Jacques Lozach avec 53,06% des voix et Éric Jean Santas qui est conseiller général socialiste. Donc ce sont 2 sièges supplémentaires pour ce département de la Creuse. On va à présent aller dans le département de l'Allier, un département soumis au scrutin majoritaire avec 2 sièges à pourvoir. Eh bien, l'UMP espérait emporter les 2 sièges dans ce département. C'est chose faite avec la réélection de Gérard Deriot pour l'UMP et l'élection de Claude Malhuret pour l'UMP. Enfin, on va en Aquitaine et plus particulièrement en Dordogne. Bonne nouvelle cette fois-ci pour la gauche. Scrutin majoritaire, 2 sièges à pourvoir. Et ce sont les 2 sortants, les 2 socialistes, Claude Berry-Débat et Bernard Cazeau, le président du Conseil général, qui sont réélus. Donc la gauche conserve ces 2 sièges en Dordogne. Et puis un dernier résultat qui concerne cette fois les Français établis hors de France. 6 sièges étaient à pourvoir au scrutin proportionnel. Pas moins de 7 listes étaient en compétition. Eh bien, le rapport de force reste inchangé pour ces sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. On va le voir dans un instant avec la réélection de Christophe-André Frassa, Jacky de Romédy et d'Olivier Cadic. Donc 2 UMP et 1 UDI. Et puis, je vous le disais, 3 sièges également pour le Parti socialiste avec Claudine Lepage, Richard Young, 2 sièges, pardon, et un dernier siège pour Robert Del Picchia, sénateur qui est donc réélu.